Salut les internautateurs et les internautatrices, bienvenue à vous dans cet alinéa où, comme dans toute bonne histoire, même si elle est racontée autrement, il y a un début, un milieu et une conclusion. Alors avec Michel Goya, salutations, Bonjour. historien, colonel chez les Marines, On peut dire chez comme les ça. Marines. Voilà. Et avec Guillaume Bouilleux, ouais ça va, te prends pas la tête, j'ai pas manqué de respect. Ah, Nous avons déjà bien entamé le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'année 1918. Alors il y a eu l'introduction, l'année 1917, et puis une première partie centrée sur les offensives. Michael, Georges, Jette, qui est devenu Georgette, Blücher, et puis même la quatrième, juste histoire de tenter un petit peu. L'offensive de paix, le Voilà. Friedenssturm. Et qui finalement n'auront pas concrétisé les velléités de mettre à genoux et de faire ployer les Alliés. Du coup, nous en arrivons à ce qui est presque déjà une conclusion, pas vraiment puisqu'il y en aura une réelle dans la dernière émission. Juillet 1918, on se prépare à la claque retour. Oui, c'est le retournement de situation. À partir du 18 juillet, donc c'est la contre-attaque française, tout de suite après l'attaque allemande dans la région de Reims. Donc là, on contre-attaque et à partir de ce jour-là, on ne va pas arrêter en réalité d'attaquer, de conduire des opérations jusqu'à l'armistice, qui est en réalité une capitulation de l'armée allemande. Et donc voilà, on va faire se succéder une multitude d'opérations. Là où les Allemands menaient de grandes attaques, nous on va faire plein de petites attaques, mais de manière ininterrompue. L'année des vainqueurs, c'était le titre de cette série d'alinéas. Il y en a donc 4 et ça tombe bien, c'est aussi ou presque le titre du livre de Michel Goya. Ça veut dire que on peut considérer qu'on a gagné nous tout seuls ou on n'oublie pas les Anglais et les Américains? Non, mais il ne faut surtout pas les oublier. D'accord, tout va bien. Bien évidemment, non. Maintenant, il faut quand même rappeler cette évidence que c'est quand même la France qui a porté le plus gros de l'effort et que c'est nous qui avons de loin quand même contribué le plus, au moins sur ce théâtre d'opération, sur l'ensemble du conflit. On peut en parler, mais c'est quand même nous, Français, qui avons le plus contribué à la victoire contre l'armée allemande, ça incontestablement. Donc 1918 juillet, ça veut dire que les 4 grandes offensives allemandes ont échoué, même s'il y a des succès, le front s'est étendu, etc. On est au moment où l'armée américaine est toute là? Non, même pas encore, c'est encore plus tard. Non. Ah oui, d'accord. Il faut attendre fin septembre pour avoir une armée américaine constituée, la première armée américaine, intervenir dans les opérations. Mais il y a des unités américaines, il y a c'est ça. Qui interviennent. Qui ont presque accepté de se mettre… mais qui se battent courageusement, mais qui ont un rôle relativement, malgré tout, secondaire sur l'ensemble des opérations. Donc du coup, on redémarre, puisqu'on prend l'initiative, puisque l'armée française prend l'initiative, on redémarre sur quel front au final, enfin sur quel endroit du front pour être On redémarre par une contre-attaque le 18 juillet, donc c'est une contre-attaque de flanc. Les Allemands sont en position vulnérable, ils ont lancé une offensive et là on va lancer 2 armées et plus particulièrement une armée, celle du général Mongin, la 10e armée qu'on a renforcée de 600 pièces d'artillerie, de 600 chars, d'un millier de pièces d'artillerie, de plusieurs centaines d'avions. Et qui va lancer une opération coup de poing sur le flanc allemand et qui va effectivement aboutir à un succès, c'est le succès allié le plus important depuis que les tranchées existent. Donc voilà, on repousse les Allemands et donc il y a une première bataille qui va consister à réduire cette poche que les Allemands avaient créée entre la rivière Lenne et le chemin des Dames et la Marne. Donc ça, c'est la première bataille dans le Soissonnais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Foch, qui commande à ce moment-là l'ensemble des armées alliées, va l'intégrer dans un plan d'attaque, un premier plan d'attaque. En disant, on va pas s'arrêter là, et on va continuer à attaquer en réalité toutes les poches qui ont été créées par les Allemands. Alors pourquoi? D'abord, ces poches menacent. Encore les secteurs ne sont pas très loin de Paris, menacent des voies de ferrées qui sont essentielles pour la logistique. Mais surtout, dans ces poches, ce sont des poches où les Allemands sont vulnérables aussi.
Ils n'ont pas eu le temps de créer des positions fortifiées comme les lignes qui sont ouais. derrière. Ils sont, voilà, ils sont encerclés, ils sont dans les poches, donc ils sont encerclés un peu de partout. Donc ils sont en position vulnérable et on dit, ben voilà, on va en profiter. Donc on va faire une succession d'attaques. Donc en juillet, tout le mois de juillet est consacré à la réduction de la poche ici. Hop, voilà, on repousse les Allemands. Donc ça marche. Ok. Et puis, et dans la foulée, on attaque en août. Donc on transfère une partie des forces dans la poche qui avait été déformée par l'opération Michael en Picardie. Donc côté français avec la première armée, côté britannique aussi, on envoie pas mal de renforts du côté de la 4e armée britannique. Et là, boum, on attaque le 8 août. À nouveau, et c'est là aussi un très grand succès, notamment des Britanniques, mais les Français aussi font des choses assez remarquables. Et donc là aussi, on résorbe la poche qui avait été formée assez rapidement. Et Foch, c'est là où Foch a un rôle, c'est que autant les deux généraux alliés, Pétain, Haig, sont un peu sceptiques sur la capacité de continuer la guerre, de continuer ces opérations. Pétain notamment fait remarquer que l'armée française est engagée depuis le début, depuis le 21 mars, l'armée française est engagée et que Pétain envisagerait bien une guerre un peu plus longue, enfin il terminait la guerre plutôt en 1919, mais à ce moment-là, Haig aussi. Et donc Foch dit, bon, non, là il se passe des choses et on peut gagner la guerre dès cette année. On constate dans les batailles qui ont eu lieu que déjà il y a un taux très anormal de prisonniers allemands, d'Allemands qui se constituent prisonniers, beaucoup plus qu'avant, donc c'est un indice que il y a quelque chose, il y a un fléchissement du moral, que ces gens-là à qui on avait promis la victoire, il faut quand même se rappeler, on a dit voilà, ok, ça va être dur, il y aura des efforts, mais ces offensives vont nous permettre d'obtenir la victoire, et puis finalement non, donc là il y a une forme de dépression, comme en France après l'offensive du général Nivelle, c'est un peu le même principe, mais on promet la victoire, il n'y a pas la victoire, les bras il y a un contre-coup. Ensuite il y a un autre aspect qui commence à avoir une influence, c'est la grippe espagnole. Donc il y a cette maladie qui est peut-être venue avec les Américains d'ailleurs, qui va frapper d'ailleurs plus particulièrement les Américains, mais qui frappe aussi beaucoup les Allemands. Les Allemands, les organismes affaiblis, sont sensibles à ça. Donc ça commence à faire des ravages. Plus le temps va passer, plus la grippe espagnole fera aussi des ravages, aussi en France, mais ça joue aussi un peu sur les événements. Et donc, donc on fait une première opération, le 8 août, Foch dit on pousse, on dit voilà, on va pousser partout, donc on va multiplier les attaques, et les Allemands vont finalement abandonner les Flandres assez rapidement, et en l'espace de, donc ça commence le 18 juillet, et ça se termine le 6 septembre, cette série d'offensives. Donc en un mois et demi, on aura reconquis le terrain que les Allemands ont mis 4 mois pour prendre. Et part d'une série de petites offensives. Et c'est là où la méthode alliée diffère de celle des Allemands. Les Allemands, eux, c'est rechercher des grandes opérations, donc grande concentration de forces. Donc il faut un mois pour préparer une opération, réunir des milliers de tubes d'artillerie, réunir plusieurs dizaines de divisions avec un premier échelon pour s'emparer des positions fortifiées, puis un deuxième échelon pour faire de l'exploitation. Et donc on cherche des grands coups comme ça, et des grandes offensives. Les Alliés disent non, on va pas jouer comme ça. On ne va pas chercher par exemple l'exploitation, donc il n'y aura pas de deuxième échelon, juste un premier échelon, mais avec nos moyens modernes, on est capable de mener très rapidement des attaques. Voilà. Et donc là où les Allemands ont lancé de grandes offensives, nous on va lancer une série de petites offensives, mais très dynamique, comme tout ça a été préparé, tout ça a été anticipé, on l'a dit. Pétain avait fait organiser offensivement le front, c'est-à-dire que tout le front est préparé pour accueillir des forces de renfort, les forces sont suffisamment mobiles pour se rajouter à tous les éléments. La première armée qui est ici, d'un seul coup, elle va arriver en quelques jours. La première armée française est capable en 2 semaines d'organiser une opération complexe avec plus de 1600 pièces d'artillerie, où à une époque d'ailleurs on ne fait même plus de réglage de tir d'artillerie, on fait tout par calcul, c'est-à-dire que ces pièces elles arrivent de nuit, on leur dit voilà vous installez là, telle batterie c'est là, voilà vos éléments de calcul, hop, et demain vous tirez sur cette tout est calculé. Tout est calculé, on les fait mettre en place de nuit, on fait voler des avions au-dessus d'eux pour camoufler le bruit
de l'installation, etc. Ah, Et on fait faire d'ailleurs une manœuvre d'artillerie qui est absolument remarquable, où l'armée française, qui a été obligée, cette première armée qui a été obligée de donner des moyens aux Américains, dit ben voilà, j'ai pas assez d'artillerie, donc je vais faire en 2 temps. Premier corps d'armée dans le nord, et puis après je vais faire glisser toute mon artillerie dans le sud, au fur et à mesure. De la. Donc vous avez des pièces d'artillerie qui passent de 3, 4 à 6 divisions différentes dans la même journée, ce qui en termes, ça signifie peut-être pas grand-chose pour les profanes, mais en termes militaires, en termes de technique d'état-major, est tout à fait remarquable à ce moment-là. Et donc on maîtrise, il y a, pour la première armée, il y a 450 avions qui sont plus la division aérienne, 600 avions qui arrivent et qui viennent se concentrer et qui viennent harceler les Allemands, les frapper, enfin... Techniquement, on commence à faire des choses, on fait des choses absolument remarquables. Mais avec cette idée, on fait des opérations coup de poing, et on cherche plus à percer. Ça sert à rien, ça demande beaucoup de moyens, et on va marteler le front, et on va garder l'initiative aussi. C'est-à-dire que les Allemands sont là, du point de vue stratégique, ils se disent bon là, on prend des coups, comment faire? Ils se disent bon, on va essayer de reprendre l'initiative, relancer une offensive, puis là, on va peut-être essayer de négocier en essayant. Et en fait, ils n'y arriveront plus jamais. Et donc, il y a une première série d'offensives qui a lieu comme ça. La dernière, c'était, alors on ne la voit pas sur cette carte, c'est du côté de Saint-Mihiel. Alors Saint-Mihiel, c'est à peu près là. Donc c'était un saillant les Allemands occupé depuis 1915. Et dans le plan de Foch, on dit voilà, on va s'emparer de toutes ces poches et on va s'emparer de ce saillant. Et on va confier ça aux Américains qui, là, pour le coup, ont la première armée constituée. Et à la fin, d'ailleurs, on dit bon, écoutez, en fait, c'est peut-être pas si utile que ça, les Allemands sont en train de se replier. Laissez tomber. Laissez tomber. Mais les Américains insistent, ils veulent leur opération, c'est leur première grande opération, donc ils font, c'est le 12 septembre. Bon, effectivement, en 2 jours, c'est une opération relativement facile. En 2 jours, le saillant est occupé, il y a 20 000 prisonniers. Là aussi, il y a beaucoup de prisonniers. C'est une victoire incontestable, tout à fait, mais relativement facile à obtenir, mais dont les Américains, avec beaucoup de Français dans cette opération aussi, les Américains en tirent une certaine gloire en disant écoutez, on est capable de faire quoi. Et donc on peut agir de manière autonome, voire même chez certains en disant peut-être mieux que oui, non, c'était le baptême du feu, mais finalement on se la ramène. Bon, et donc voilà, donc il y a une première série d'offensives on verra la suite. Oui, d'accord. Après là, le 6 septembre, on se retrouve finalement, les Allemands sont revenus sur leur position de départ. D'accord. Donc sur les lignes. Sur la ligne Hindenburg. La ligne Hindenburg, la fameuse, en fait, qui est plusieurs lignes. Mais ils se disent, finalement, cette ligne Hindenburg, cette ligne de défense, on y est pas mal. Après tout, on a résisté pendant toute l'année 1917, on a résisté dessus. Donc, peut-être que la dernière stratégie possible, c'est de tenir cette position. Et voilà, peut-être qu'on va user les alliés, que finalement, au bout du compte, on va pouvoir, en les usant, on va les fatiguer, puis peut-être négocier là aussi dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la dernière stratégie allemande pratiquement. Et de dire, éventuellement, si la ligne tombe, il y a une autre ligne qui s'appelle Hermann derrière, qui est un peu derrière, et voilà, et on va se replier là-dessus, puis on va freiner, puis on va résister jusqu'à l'hiver, et puis on va... Et ça sera reparti en 1919. Voilà, et on va gagner du temps. C'est à peu près la dernière vision, dernière stratégie, la dernière carte. Ces lignes de défense sont la dernière carte allemande, quoi. Juste, Michel, je reviens sur un des points. Vous aviez expliqué que suite à l'effondrement côté soviétique, ils avaient repris un avantage. Pardon. Quoique c'est déjà un peu soviétique. Ils avaient repris un avantage numérique. Oui. Guillaume nous a expliqué, avec ce que vous nous aviez dit sur les différentes opérations, que cet avantage-là s'était émoussé. Oui. C'est-à-dire que aussi bien en termes stratégiques, ça ne marche plus, et en termes d'hommes et d'expérience, ils ont perdu les hommes qui savaient faire, etc. C'est vrai. Et du coup, côté allemand, population, gouvernement, et donc visiblement aussi militaire, ils sont un peu exsangues. Il n'y a pas un endroit où ils sont en position de force dans ces 3 grands cercles dont vous nous parliez. Oui, c'est vrai, mais ils ont encore, là, ce dernier atout, c'est cette barrière défensive solide. Alors, concrètement, ils ont un bouclier qui est cette grande barrière défensive, et ils ont encore une soixantaine de divisions en réserve.
voilà, qui est éventuellement pour colmater toutes les brèches. Et voilà, on se dit, bon, on peut peut-être tenir. On peut peut-être tenir. Et ça pourrait? En fait, je pense que le grand état-major à ce moment-là s'illusionne très largement. D'accord. Ça commence à craquer. C'est facile à dire après. Hein, oui, non, bien sûr, rétrospectivement. Mais voilà, tout le monde s'illusionne. Le gouvernement civil, lui, est complètement à côté de la réalité. Il est maintenu d'ailleurs un peu dans l'ignorance de la situation militaire réelle par le grand état-major. Mais ça commence à craquer de partout. Il y a beaucoup de mouvements de réticence. Les désertions commencent à se multiplier. Bon, ça commence à. Ils ont un peu la dalle sur le front. Oui. Mais bon, certains sont assez contents de revenir en disant voilà, on a sur des positions retranchées, là c'est solide. Bon, là ils étaient un peu. Dans la nature. Dans la nature, exactement. Bon, mais donc ces derniers espoirs. Et là, ce qui se passe, c'est que cet espoir va être vite déçu parce que les Alliés décident dans la foulée d'attaquer et de s'emparer. À partir de fin septembre, de s'emparer de cette ligne Hindenburg, de toutes ces lignes de défense. Donc c'est la grande bataille à partir de fin septembre. On a une immense offensive avec tout le front. Ça fait 350 km. C'est à ce moment-là la plus grande bataille de l'histoire, très clairement. Donc je dis voilà, on va faire effort dans 2 endroits. Ici, on va créer un groupe d'armées franco-américain, donc un groupe d'armées, plusieurs armées. Donc là, on va porter l'effort. La première armée française. La 10e armée française, pardon, qui va, non, je dis des bêtises, c'est la 4e armée française de Gouraud qui va réunir presque 40% des moyens de l'armée française. Lui tout seul. Plus la première armée américaine, qui est une armée extrêmement puissante, en volume en tout cas. Et on dit voilà, ça, ils seront dans la Meuse-Argonne, objectif Charleville-Mézières, Sedan. Tout le secteur qui est là. Celui qui est hors carte, celui qui est un petit peu hors carte. Pourquoi? Parce que c'est un nœud ferroviaire, c'est-à-dire que derrière ces lignes allemandes… Germain, est-ce que tu peux nous envoyer, s'il te plaît, la diapo de bilan de l'offensive alliée? On voit Charleville-Mézières dessus? Bien sûr. C'est juste pour voir si tu… Voilà, c'est celui-là. Si tu peux le zoomer, s'il te plaît. Alors, du coup, on est où? Alors voilà, en fait, voilà, vas-y, encore, voilà, stop, là c'est bon, voilà. Stop. Là on est bon. Donc là, il y a un point clé. En Charleville, Sedan. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc le premier effort, c'est de ce côté-là, en disant voilà, si on arrive jusqu'à Sedan, ça coupe toutes les lignes voies ferrées qui alimentent le front allemand, et là, c'est plus possible, donc tout craque. Donc c'est le premier effort. Donc il y a un groupe d'armées qui est mis en place là. Il y a un groupe d'armées. La force britannique qui a également l'effort principal en direction de Maubeuge. Voilà. Et donc cette conjonction d'ailleurs des deux axes va casser, disloquer le front allemand. C'est ça le plan Foch. Ça va pas tout à fait se passer comme ça, mais c'est pas grave. Après, vous avez au centre le groupe d'armées du centre, le groupe armé de réserve français qui vont appuyer ces opérations. Et puis on crée un groupe d'armées britannique, français et belge. Parce que tout ça est en multinational. Il n'y a pas un commandement unifié cette fois? Si, justement. Y compris américain? Les Américains font partie. De fait, ils ont fait… Foch commande aussi l'armée américaine. D'accord. Il commande tout. Ebels? Non, c'est le… Pershing, voilà, merci. Oui. Donc, il y a une armée américaine, il y a une deuxième qui va se former, deuxième armée américaine. Et tout ça, voilà, c'est sont coordonnés. Et on est capable, là aussi, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect logistique. Si on est capable de mener une bataille gigantesque comme ça en engageant toutes nos armées simultanément, c'est que derrière, ça alimente. Ce qui n'était pas possible avant. Oui, d'accord. On connaît la voie sacrée. La bataille de Verdun, on sait, voilà, la grande bataille de Verdun. Et il y a la voie sacrée, c'est toute cette route qui était avec tous les camions qui faisaient des allers-retours, des centaines de camions qui faisaient des milliers, voire de camions qui faisaient des allers-retours entre le front et l'arrière et qui alimentaient le front. Bon. En 1918, les Français sont capables de faire 4 voies sacrées simultanément. Donc pour situer, voilà, on a des capacités. L'appareil logistique derrière. Exactement, c'est énorme, c'est devenu énorme, c'est devenu colossal. Et donc voilà, on est capable de lancer cette grande bataille pour la prise des fortifications. Donc, une journée. Non, ça va prendre du temps. Non, mais je veux dire, le lancement se fait. Il y a une date. Oui, le 26 septembre. Les points là, tous les points en avant, boum, le 26 septembre. Oui, 26, 27, 28, sur deux jours, on dit voilà, coup de sifflet, tout le monde en avant.
Et c'est parti. Donc c'est la grande bataille, ça va durer tout le mois d'octobre. Pratiquement, c'est la bataille sur les positions allemandes. Ok. Donc ça commence effectivement du côté américain. Alors c'est un peu plus à l'est, Oui. c'est pas là, c'est entre Verdun et Reims à peu près. Donc les deux armées, la française et l'américaine, qui partent, qui ouvrent le feu et qui essaient de monter vers Sedan. Ah, qui essaye? Qui essayent parce que ça ne se passe pas forcément comme prévu. Plus exactement côté américain. Alors il pleut. Déjà, alors dès qu'il pleut, à ce moment-là, la logistique ça devient compliqué. Cafouillage. Cafouillage, tous les pistes, les routes, ça devient boueux, ça devient bon. Et puis les Américains sont nombreux. On l'a dit, la division américaine, c'est le double d'une division française. Donc il y a beaucoup de monde sur un espace réduit, trop de monde certainement. Ils n'ont pas l'habitude de gérer des opérations à ce niveau. C'est une armée toute neuve. Les états-majors, ils ne savent pas maîtriser. Nous, on a mis des années à maîtriser des opérations de grande ampleur, modernes. Eux, ils découvrent. C'est le baptême du feu. Voilà. Et donc, après une bataille initiale qui se passe bien, d'un seul coup, il y a un immense embouteillage et les Américains, ça s'englue, les Américains sont bloqués. Les Français aussi, c'est dur, parce que là, mais voilà, on se bat. Et petit à petit, notre attaque française va réussir à faire repousser petit à petit. Mais en gros, ce qu'il faut retenir dans ces périodes, de côté belge aussi, ça va être compliqué à cause de la pluie. Donc là aussi, ça va s'embourber au sens premier. Mais au bilan, donc on fait une pause mi-octobre. Mi-octobre, on relance l'offensive et à la fin du mois d'octobre, on s'est emparé, tout le monde s'est à peu près emparé de cette position. Voilà. Et là, ça y est, c'est ceux qui avaient tenu pendant toute l'année 17. 17, c'est fini. C'est fini. Et donc là, on a le dernier atout, on est fin octobre. Et donc les Allemands se sont repliés sur la ligne qui est derrière, Hermann, un peu en catastrophe. Ils sont poursuivis par les troupes alliées, surtout ici. Au centre. Et la ligne Hermann, on la voit à l'écran. Voilà. Et donc, ça presse de partout. Et concrètement, là, ça commence, non seulement ça presse, mais ça commence très largement à se désagréger du côté allemand. Le nombre de déserteurs se multiplie, les pertes augmentent considérablement, énormément de prisonniers. À ce moment-là, on ne sait même pas, aux alentours d'1 million de déserteurs allemands. Une ville comme Maubeuge, il y a 40 000 déserteurs allemands à Maubeuge. 40 000 personnes qui 40 000 sont déserteurs partis. allemands. Maubeuge, c'est devenu une ville de déserteurs, tenue par les déserteurs allemands qui ont fait leur petit truc. En Belgique, il commence à y avoir des poches entières tenues par des déserteurs allemands. Ils font quoi? Ils résistent il y a quand même une centaine d'officiers allemands qui sont tués par leurs propres hommes en Belgique. Chose qui n'est jamais arrivée, par exemple, chez nous pendant les mutineries. Donc ça craque de partout. Côté allemand, donc il y a la dernière ligne Hermann, elle est prise aussi, elle est beaucoup moins forte que la ligne Nenbourg, notamment la position Siegfried qui était au centre. Et donc là, fin octobre, le grand état-major allemand commence à se poser de très sérieuses questions, sachant que simultanément, il y a quelque chose qui se passe dans les Balkans aussi. C'est que le 15 septembre, on lance aussi, il y a un groupe d'armées qui se trouve dans les Balkans, qui fait à peu près 600 000 combattants. Alors c'est un corps multinational. Donc il y a un corps français, il y a ce qu'on appelle l'armée d'Orient, l'armée française en Orient plus précisément. Il y a un corps britannique, il y a des Grecs, il y a des Italiens, il y a des Serbes qui sont là. Donc c'est un immense corps multinational qui était un peu inactif jusqu'à présent, qui ne faisait pas grand-chose. Et Clémenceau appelait ça les jardiniers de Salonique. Et qui étaient très hostiles à cette opération. Mais ils sont là et... on leur dit... Et les Allemands appelaient ça le plus grand camp de prisonniers volontaires à l'air libre. À l'air libre. Mais en attendant, les Allemands, eux, qui étaient un peu dans la zone aussi, sont partis. Ils ont laissé les Bulgares se débrouiller un peu tout seuls. Même, il y a encore quelques Allemands, mais c'est plus grand-chose. Les Bulgares qui sont aussi un peu à bout. Et dans cette armée d'Orient, qui est commandée maintenant par Franchet-Després, après le général Guillaumin, on a préparé une offensive. Alors, dans les champs, dans les gouvernements ne sont pas forcément très chauds. La priorité, c'est la France. Mais bon, allez, c'est préparé, on y va. Et ça réussit. Et là, d'un seul coup, Franchet-Després perce le front germano-bulgare.
Voilà. Voilà, on a la carte et c'est une des manœuvres, c'est d'ailleurs une des manœuvres les plus brillantes de la guerre. J'ai dit que du côté sur le front de l'Ouest, on ne cherchait plus à percer. Là, on perce. Là, on perce le front et dans la foulée, on fonce à travers la Macédoine. Les brigades de cavalerie, enfin les Serbes, les Français en particulier, foncent à l'intérieur du dispositif ennemi et tout s'effondre. Et ça s'effondre. Là aussi, c'est un succès un peu inattendu. On ne pensait pas que ça réussirait aussi bien en réalité. Et là, Franché Després se retourne contre les Bulgares, obtient la réduction des Bulgares. Il dit, ben voilà, en gros, j'ai plus grand chose devant moi, je vous propose de foncer tout droit vers le nord, direction l'Autriche-Hongrie et éventuellement, même si ça se trouve, direction l'Allemagne. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, tout le monde est un peu surpris d'ailleurs par cette victoire. Et donc, dans la foulée, le gouvernement, qui n'était pas très chaud, pendant longtemps, on a dit, tiens, on va ramener toutes ces forces, ce sera plus utile. Finalement, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'un côté, les Britanniques disent, mais attendez, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Constantinople. Nous, on mène aussi une offensive en Palestine. On est en train de détruire l'armée turque en Palestine. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Constantinople. Donc, les Britanniques qui sont dans les armées orientales, hop, direction Constantinople, d'accord. Le gouvernement français se dit, tiens, en fait, la Roumanie était un pays allié. On commence à sentir c'est ce qu'on voit dans le film Capitaine Conan. En fait, voilà, ils viennent juste de battre les Bulgares et on les envoie en Roumanie. Et pourquoi? Pourquoi en Roumanie? Parce que la Roumanie, pays allié, qui était entrée en guerre en 1916, a été occupée à 80% par les Allemands, a été vaincue. Et là, on se dit, tiens, c'est l'occasion de réactiver la Roumanie, de la réinjecter dans la guerre, un pays ami de la France. En même temps, c'est à côté de la Russie. Voilà, en guerre civile. On est en guerre. Il y a déjà les combats avec les bolcheviks. On n'en a pas parlé, mais la France en particulier, les Alliés sont en guerre aussi contre les bolcheviks en réalité. Et donc on a l'idée, c'était un plan de Foch, de dire on va chasser les bolcheviks pour remettre la Russie dans la guerre, c'est ça le truc. Donc il y a un corps expéditionnaire américano-japonais qui a débarqué en Sibérie. Donc on commence à jouer, à regarder aussi. Le grand échiquier international est en place aussi. Bon, donc dans les Balkans, on va envoyer des troupes en Roumanie. D'autres des Italiens me disent, mais nous ce qui nous intéresse c'est l'Albanie. Donc ça bascule et puis Franché Després se retrouve avec plus grand chose et il dit, bon ok, faites ce que vous pouvez avec ça et il va libérer la Serbie. Mais du coup, ça va la Bulgarie hors du jeu. L'Empire turc très rapidement va demander la paix et on voit bien l'Autriche-Hongrie qui est très menacée, qui est déjà en situation de déliquescence. Vous avez on a recruté parmi les prisonniers de l'Empire austro-hongrois qu'il y avait en Russie par exemple. Nous, Français, on a recruté des Tchèques, des Polonais qui combattent avec nous. Qui ont changé de camp et qui combattent avec nous. Donc vous avez toutes ces nationalités, les Slaves, qui refusent désormais de combattre pour l'Empire austro-hongrois, les Hongrois qui eux-mêmes demandent une quasi-indépendance. Là-dessus, vous avez une offensive italienne le 24 octobre qui décide, les Italiens, après avoir beaucoup hésité. Et le 24 octobre, ils se disent, tiens, c'est peut-être le moment d'affirmer, de se rappeler, avant les négociations, au final, de se rappeler à l'existence. On était là, Oui, c'est exactement ça. Donc, offensive avec des Français, on n'a pas oublié, mais elle est quand même menée très largement par les Français et les Britanniques, cette offensive italienne. Et donc là aussi, grosse pression sur l'Empire austro-hongrois qui se retrouve aux abois et qui, au bout de quelques jours, va demander lui aussi la paix. Et donc, au bout du compte, l'Allemagne se retrouve, voit que de les Balkans, ça s'effondre, voit que son armée est en train de s'effondrer aussi. Et c'est là qu'on a commencé à en parler, que le grand état-major allemand se dit, bon... Là, il joue la dernière carte, le dernier objectif du grand état-major allemand, c'est de sauver l'armée allemande, de sauver la réputation de l'armée allemande. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ok, là maintenant il n'y a plus d'espoir, il faut demander, négocier aux Américains, à Wilson, président Wilson. Le président Wilson, lui, ne veut négocier qu'avec des civils et avec un régime démocratique. Donc on va mettre en place un régime démocratique. Donc nous, militaires,
Hindenburg, Ludendorff, on se met à l'écart. Ah ouais. On va un nouveau gouvernement, un nouveau chancelier qui va être mis en place. Élu, 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est donc le chancelier Max de Bade qui va être élu par le Reichstag, par l'Assemblée, et qui va entamer les négociations avec Wilson, directement avec Wilson. Et en se disant, avec un négociant avec les Américains, on va peut-être, ça passera mieux. Je rappelle que les Américains, par exemple, ne sont pas alliés. Ils sont associés aux Français, aux Britanniques, donc ils mènent leur truc de leur côté. Et donc on se dit, en passant par Wilson, on aura peut-être des conditions plus avantageuses. Wilson a édicté les 12 points, fameux 12 points, en disant, sur le monde à venir, sa vision du monde, sa vision de la paix. Et on va essayer de négocier sur ces bases-là, peut-être qu'on va s'en sortir un petit peu mieux. Ce qui n'empêche pas, toujours pareil, c'est-à-dire que par exemple, ils continuent à mener la guerre sous-marine, alors que ça n'a plus aucun intérêt stratégique. Sinon, qu'on continue à couler des bateaux civils qui continuent à énerver profondément les Américains, que ça indigne, et qui, à chaque fois, vont radicaliser. Pendant qu'on est en train de négocier, les Américains sont obligés de se radicaliser au fur et à mesure des négociations. Ça, c'est un premier élément. La marine allemande, à la fin, va quand même aussi trouver le moyen de dire, perdu pour perdu, on va lancer un grand baroud d'honneur, et donc on fait appareiller la flotte, et on va attaquer les Anglais, et on va couler tous couler dans l'honneur. À quoi les marins disent, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais non. Mais non. Et donc ça déclenche une mutinerie qui va faire dans le port de Kiel et qui va provoquer toute la révolution en Allemagne. Mais j'anticipe un peu. Donc fin octobre, on est dans cette situation où il faut ça craquait partout. Ça craque partout. Juste parce que pour revenir sur la ligne d'Édimbourg, il faut aussi mettre en relation la raison pour laquelle la ligne d'Édimbourg est prise. C'est parce que ce ne sont plus les soldats de l'année précédente. Tout à fait. Ces soldats, en effet, qui sont maintenant présents, sont les soldats de deuxième échelon. Ce sont ceux qui, en effet, ont une valeur bien moindre au combat et une résistance, en fait, aux assauts qui n'est pas du tout la même. Et ça, c'est là où c'est à ce moment-là que l'armée allemande paye cher. Le fait d'avoir décidé, au début. non, mais c'est surtout d'avoir décidé d'avoir scinder en fait son armée en deux, et même sur des positions assez solides. Après, il y a également l'engagement massif pour le coup des chars, avec l'aspect technique sur les petits chars Renault qui aujourd'hui font figure de tanquette, c'est certain. Mais ce qu'il faut, c'est essentiel. Mais en revanche, c'est que ce sont des chars qui sont justement relativement passe-partout et qui apportent un appui-feu. Et ce sont des chars qui tombent pas en panne, moins facilement que les gros monstres anglais ou français. Et surtout, ce sont des chars qui franchissent assez rapidement et assez facilement les obstacles. Parce que sinon, vous en aviez les autres qui restaient bloqués dans des tranchées ou qui, en fait, justement sur les murs anti-chars, ou face à des murs ou face à, en fait, à des fossés. Et là, on a un vrai appui. Et il y a également cette capacité avec l'artillerie mécanisée de faire des feux en fait, de progression, ce qui a toujours été la grande difficulté pour justement porter à chaque fois le feu devant l'infanterie. Et ça, vous pouvez le faire quand vous avez en effet les camions qui tractent les canons ou les obusiers, puisque vous le faites de manière assez rapide, ce qui fait que l'infanterie qui est repoussée n'a pas le temps de se reconstituer, puisqu'elle est elle-même à nouveau soumise au feu. Il y a une évolution. Je pense qu'on peut aussi, parce que c'est pour cette raison que la ligne d'Édimbourg. Oui, non, mais c'est-à-dire que par exemple, l'attaque du 18 juillet, il n'y a pas eu de préparation d'artillerie. C'est-à-dire que donc il n'y a pas un obus qui est tiré pour l'armée de Mangin, il n'y a pas un obus qui est tiré avant l'attaque. Donc c'est surprise complète grâce à l'emploi des chars. Donc l'emploi de centaines de chars, et là c'est avec surprise. L'infanterie, bien sûr. Nous expliquez, donc c'est un combat qui est très intégré, on appelle ça interarmes maintenant, très intégré. Il y a des chars au milieu des fantassins qui marchent à côté, il y a tout ça, ils sont en liaison avec de l'artillerie qui tire, alors après dans le cours d'action on fait par exemple ce qu'on appelle des barrages roulants. Barrage roulant, c'est un mur d'obus qui tombe 100 mètres devant les fantassins, ou même quelques mètres devant les fantassins parfois, donc le mec il faut qu'il colle le plus vite, le plus à ce barrage, et toutes les 2 minutes, par exemple, on fait sauter le barrage de 100 mètres. Un peu plus loin. Voilà, alors déjà, il faut voir un peu la technique d'artillerie que ça suppose. C'est pas si évident. Donc, et toutes les 2 minutes, boum, il y a un bond de 100 mètres comme ça. C'est un truc qu'on fait depuis 1917, pratiquement, qui est une méthode généralisée. Et derrière tout ça, ça avance, ça pousse. Et donc, vous avez les blindés, vous avez l'aviation, vous avez de l'aviation d'infanterie. Vous avez des avions qui collent, qui regardent où sont les chars, qui vont en avant, qui renseignent sur les positions ennemies, qui mitraillent un peu les positions ennemies, là où il y a des armes anti-chars, par exemple. Et tout ça, ça se coordonne remarquablement. Alors, ça va
va pas forcément très loin, ça va pas forcément très vite, mais c'est une mécanique qui est à peu près inexorable d'écrasement de l'adversaire. On va pas au-delà de la portée de l'artillerie, par exemple. On dit non, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Et donc on lance des attaques comme ça, coup de poing, tout le long du front, et on s'en parle. Ça, c'est un combat pendant 2 semaines. On se bat dans des labyrinthes, hein, dans des tranchées, dans des positions. Il faut voir un peu l'ambiance du combat. Hein, et avec des rotations d'unités. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, une unité française est engagée pendant 2 semaines dans cette zone de combat. Elle est repliée, on la relève, et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement permanent qui est. C'est pareil, de la logistique de fou aussi. Oui, après, bon, et donc voilà, tactiquement, c'est tout à fait remarquable. Au niveau opératif, au niveau de la gestion du théâtre d'opération, c'est aussi tout à fait remarquable. Et en face, on n'a pas une supériorité numérique énorme. Hein. Ça commence à basculer de plus en plus, ça commence à fléchir avec l'arrivée des Américains en particulier. Matériel, oui. Le matériel, oui. Alors ça, c'est maintenant, c'est une supériorité très forte, on va dire. Les chars, les Allemands n'ont quasiment aucun char, par exemple. Ils ont quelques dizaines qui sont des monstres, ou quelques chars récupérés britanniques, mais ils n'ont quasiment pas de chars. Donc ça, c'est une des armes qui va avoir un rôle. À la fin de la guerre, on a 1800 chars au sein des forces françaises, quoi, 1800, quoi. Détail, il y en a 250 aujourd'hui à peu près. C'est peut-être plus les mêmes modèles. C'est pas tout à fait les mêmes modèles, certes. Mais non, mais c'est pour situer à peu près l'ampleur. Et on prévoit d'ailleurs, on est à 2 doigts de créer des divisions blindées complètes. Hein. Là, nos usines tournent à plein rendement, on crée des chars lourds, on fait des choses avec les alliés ensemble. Hein. On a créé à Fontainebleau, on a créé un centre interallié de chars, par exemple, où on met en commun toute notre expérience, les Américains, les Italiens, les Britanniques. On a chacun un bataillon, et puis on apprend plein de choses, etc., etc. Donc voilà, techniquement, c'est tout à fait remarquable. Et effectivement, côté allemand, c'est plus la même armée, quoi. Je parlais, il y avait une 60aine de divisions de réserve, et puis cette division de réserve, elles sont obligées d'être engagées au fur et à mesure, il faut tenir le front, les pertes sont très, très importantes, les pertes par combat ou par désertion sont très importantes, il faut alimenter, et puis on se retrouve, au mois de novembre, il ne reste plus que 4 divisions en réserve, quoi. Donc il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 doigts de l'extermination, de la dislocation. De l'effondrement. Voilà. Et d'où l'idée d'arrêter les combats avant cette dislocation. Après, se pose la question, et donc, pour revenir sur le politique. Voilà, on revient sur le politique. C'était les Américains. Louison dit, ok, d'accord, donc il dit, voilà, moi je veux l'abdication de l'empereur, du Kaiser, je veux un régime démocratique, et puis ensuite, les conditions, il y aura un armistice, et les conditions d'armistice seront décidées par le généralissime, par Foch. Et donc, tout début du mois de novembre, voilà, Foch se réunissent, qu'est-ce qu'on fait et là, on se pose la question, oui, qu'est-ce qu'on fait aussi déjà stratégiquement? Est-ce qu'on arrête les opérations? Est-ce qu'on continue? Ça, c'est une vraie question. L'armée allemande est sur le point de craquer. Moi, j'avais vu un compte-rendu sur un journal de marche d'un corps d'armée qui était dans la première armée là, qui est pénétrée en Belgique, qui disait, voilà, dans tous les mois d'octobre, mon corps d'armée, j'ai perdu 8000 hommes. Tués, blessés, prisonniers, toutes causes confondues, j'ai perdu 8000 hommes. Mois de novembre, j'ai perdu 10 hommes. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de résistance devant moi. Il n'y a plus rien. Et donc, il y a certains disent, continuons, quoi. Continuons, allons, détruisons l'armée allemande, allons en Allemagne. Et d'autres disent, saisissons la paix. Tout de suite. Proposez la paix tout de suite. D'abord parce que on va économiser des vies. Et puis finalement, dans le même résultat, hein, les conditions d'armistice sont tellement dures. On dit voilà, on demande aux Allemands de donner tout leur matériel lourd, tous leurs avions, enfin une grande partie de leurs avions, toute leur flotte. Donc on les désarme en réalité. Hein, et on dit voilà, vous évacuez l'Alsace-Lorraine, tous les pays occupés, etc. Les Français et les Britanniques n'ont pas surréagi au fait que les Allemands soient passés par les Américains pour négocier tout ça? C'est un peu coincé. Un peu coincé, et puis voilà, ils sont allés quand même secouer un peu Clemenceau, Lloyd George, sont allés voir Wilson. On est là aussi. Bah oui. Voilà. J'oublie un détail important, c'est que pendant toute cette période où les Allemands se replient, pour freiner un peu l'avance des Alliés, ils ravagent complètement tous les territoires. Brûlés. Oui.
Complètement. C'est-à-dire que la très grande majorité des destructions qui ont lieu dans ces régions occupées pendant la guerre, c'est les dernières semaines. En partant. C'est les Allemands en partant. Donc ils détruisent absolument tout, les ponts, les infrastructures, tout ce qui peut servir aux Alliés, quoi. Donc effectivement, ça freine le mouvement des Alliés, mais au prix de ravages absolument considérables, ce qui va avoir aussi un impact d'ailleurs sur la négociation, en se disant, attendez, et notamment Wilson, hein, ça va contribuer à dire, attendez, c'est inadmissible, ce que vous faites là est absolument inadmissible. En plus, c'est absurde, parce que la guerre est finie et c'est absurde. Là. Et donc ça va contribuer aussi au ressentiment français après la guerre, en disant, écoutez, voilà, vous allez payer, quoi, ce que vous avez détruit, etc. etc. Ouais. Et donc, au bout du compte, et en même temps, on est en train, parce que du point de vue militaire, on est en train de préparer aussi une offensive en Lorraine. Donc une offensive française essentiellement, un peu américaine, mais surtout française, que Pétain a bien préparée. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, on a repoussé tous ces gens-là, et puis on va monter une offensive en Lorraine, et si on fonce jusqu'à Sarreguemines, là on coupe complètement la voie ferrée. Et là, tout ce front allemand, toutes les forces allemandes qui restent en Belgique, sera complètement plus ravitaillé. Et donc c'est prévu pour le 14 novembre. Et là, donc les tractations, etc. Puis finalement, Foch dit, ok, allez, on accepte. On va signer l'armistice. Les Allemands arrivent le 9 novembre, si je crois bien, hop, le plénipotentiaire. Oui, c'est ça, il n'y a pas de militaires. Il y a des sous-couteaux, on va dire. Hein. Ah oui, non, mais c'est ce que vous disiez dans l'émission précédente, les grands se sont mis à la oui, non, mais les militaires, donc le Kaiser Guillaume II, lui, va abdiquer, va partir aux Pays-Bas. Lunendorf, bon, lui, il va être viré au bout d'un moment, on va dire, ok, bon. Mais tout le monde s'écarte et puis en fait, on laisse la place aux civils, quoi. Et donc c'est le ministre des Affaires étrangères qui va négocier la paix. Alors il y a un colonel, il y a un général et un capitaine de vaisseau, un marin qui sont là, mais c'est des seconds couteaux, quoi, des figurants. Donc c'est pas Ludendorff, c'est pas Hindenburg qui vient signer la capitulation. Et ça. Et à l'époque, on le voit pas. Côté allié, on voit pas le piège. On voit pas le truc. Sachant qu'en plus, cet armistice sera re-signé à plusieurs reprises. Hein. Au bout de 15 jours, on dit voilà, on revient et on re-signe à nouveau. On oublie ça, mais il y a plusieurs oui, mais c'est vrai. Et c'est toujours les mêmes. Et à chaque fois, on ne dit pas, bah, tiens, on veut voir Hindenburg. On veut voir un tel. Ouais, c'est ça. Pas, non. Et on n'est pas encore. On parle de l'armistice. On n'est pas encore en train de parler du traité de Versailles. Hein, on est bien d'accord. Non, ça n'a rien à voir. L'armistice, voilà. Et l'armistice, c'est la fin des combats. C'est ça. C'est la fin des combats. Cessation de combat. Cessation des combats. Et elle est signée pour une période donnée. Oui, voilà. Et donc, oui, alors Foch, enfin, il y a des tractations à ce moment-là, enfin, on réfléchit beaucoup, et on dit, bon, voilà, on va accepter tout de suite. Certains on surestime encore un peu la force de la main allemande. On se dit, bon, on ne sait pas trop, l'hiver arrive, on ne sait pas quand même, ça va être compliqué. Bon, saisissons cette chance, ça va économiser des vies. Maintenant, ça va autant de vies de sauver, hein, après tout. Et puis, ce que disent Pétain et Foch en même temps, disent, si on signe maintenant l'arrêt des combats, ce sera encore une victoire française. Plus ça va, plus le temps passe, si on laisse passer l'hiver, etc., et si on signe la paix en 1919, ça pourrait être américain. On avait prévu pour juillet 1919 200 divisions américaines, hein, c'est-à-dire le double, voire le triple de l'armée française sur le théâtre. Donc là, c'était plus la même non plus. Politiquement, c'était plus la même chose. Donc on s'est dit, bon allez, on va signer tout de suite, on va signer l'armistice, qui est effectivement, qui n'est pas la paix, hein, c'est la cessation des combats. Et ça permet aux Allemands, aux militaires allemands, de sauver les derniers meubles qu'il leur reste et de donner l'impression qu'ils reviennent. Et donc ils reviennent en relativement bon ordre en Allemagne, en disant on ne comprend pas. En gros, c'est pas nous. C'est pas nous. Et ils sont accueillis par le chancelier Ebert, qui dit qui salue l'armée qui n'a jamais été vaincue sur le terrain. Ce qui est le début de la légende. Hein. Oui. Parce que cette armée, elle est en déliquescence. On vient de le voir, on n'arrête pas de le voir. Elle est complètement, bien sûr, elle est complètement battue, il n'y a plus rien. Mais ça va permettre effectivement de garder cette idée que du coup de poignard dans le dos,
que la défaite de 1918, c'est pas la faute des militaires qui tenaient, faisaient le boulot. C'est la faute des mutins, c'est la faute des socialistes, c'est la faute de tout le monde, quoi, mais surtout pas des militaires, quoi. Et donc c'est la légende du coup de poignard dans le dos qui va prospérer, notamment chez les nazis, enfin qui vont utiliser cet argument, etc. Voilà. Revanche, et donc non, c'est la victoire, elle est très claire, très nette. C'est une victoire militaire. Très nette. Là aussi, française en grande partie, du coup. En grande partie, pour le coup, française, portée essentiellement par les Français et les Britanniques, attention. Le corps expéditionnaire britannique a fait une très belle campagne, 1918. Mais voilà, il faut quand même le rappeler, c'est une victoire militaire nette. On n'arrête pas les combats en se disant, bon là, ça suffit, on arrête la boucherie. Non, on a battu l'armée allemande sur le terrain et les choses sont claires. Mais avec le recul historique, est-ce que tu partages le point de vue qui consiste à dire que de toute façon, il était possible, vu la dynamique qui était engagée, d'arriver en Allemagne de toute façon avant Noël et d'être peut-être même en Allemagne à Noël et d'occuper justement certains points stratégiques comme la Ruhr et de récupérer le Rhin, avec le recul actuel, aujourd'hui. Alors après, c'est vrai que les choses se ralentissent, ils ont des problèmes logistiques, enfin bon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que l'offensive de Lorraine, en disant voilà, ça aurait été l'offensive décisive, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Les choses sont ralenties. Je pense que effectivement, on aurait écrasé l'armée allemande, les choses auraient été plus claires. Mais là, c'est un peu un raisonnement. Là, c'est pareil, c'est un raisonnement rétrospectif. Sur le moment, ça pose des états d'âme à personne. Alors, il n'y a pas grand monde, quoi. C'est après, on se dit mince. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on exigera une capitulation sans condition, la destruction de l'armée allemande. Et là, il n'y aura pas comme ça. On ne la fera pas deux fois. Voilà, exactement. Il n'y aura pas couteau. Oui, en l'occurrence, quoi. Donc voilà. Donc on termine la guerre. La moitié de la Belgique a été libérée. Et il reste, voilà, effectivement, dans les clauses d'armistice, il y a l'évacuation de l'Alsace et la Lorraine. Donc quand les opérations sont terminées, l'armée allemande rentre en Allemagne et puis la France s'empare, remet le pied immédiatement dans l'Alsace et la Lorraine et va en Allemagne et là on rentre dans une autre phase qui est l'après-armistice. Donc une phase un peu bizarre, un peu inédite. Qu'on évoquera peut-être dans la deuxième partie, là, mais dans la nouvelle partie. Il y a une petite question que nos internautes qui nous suivent en direct, il y en a aussi, si vous regardez cette émission en différé, vous pouvez les suivre en direct. Est-ce que le fait que, je la relis correctement, le fait que la France ait supporté la plus grosse partie de l'effort de guerre, y compris, on l'a bien vu, dans la formation et l'équipement d'autres corps d'armée, est-ce que c'est ce qui a joué ensuite dans la rédaction du traité de Versailles ? Là, on anticipe sur la dernière, mais on peut en parler. Oui, ça donne un poids quand même particulier à la France quand elle parle, quoi, forcément. Même s'ils sont passés par les Américains pour négocier. Oui, bien sûr. Oui. Après, ça n'amoindrit pas cette. Non. Après, ça va. Les tractations sur le traité de Versailles, ça va être un peu compliqué puisque tout le monde n'a pas la même vision de la paix et de la sécurité en Europe, très clairement. Mais voilà, ça donne un poids particulier et ça oriente aussi la politique française dans une certaine direction, quoi. Il sera mécaniquement, on a souffert. Humainement, il y a 1 400 000 soldats français qui sont tués, c'est presque le double des soldats britanniques, c'est 10 fois le nombre de soldats américains tués. Donc, quand même, en termes de sacrifice humain, c'est quand même. Et puis c'est la proportion. Par rapport à la population, c'est la plus grande proportion par rapport à la population de pertes.
Très, très clairement, notre territoire a été ravagé dans une grande partie, ce qui n'est pas le cas des Britanniques, ce n'est pas le cas des autres. Des Allemands. C'est même pas le cas des Allemands, effectivement. Donc notre territoire est ravagé, notre économie est à bout. Pillé, exsangue. Voilà, donc là, il y a un certain ressentiment quand même, forcément, qui est un peu plus fort qu'ailleurs. Et puis il y a une donnée stratégique fondamentale, c'est que l'Allemagne est à côté de la France. Et que elle, effectivement, elle n'a pas été, elle a beaucoup souffert. Hein, attention, la population allemande, une situation de quasi famine, d'où certaines insurrections, mais ça on le verra aussi dans la dernière partie. Stop. D'accord. J'entends ce que vous commencez à me dire. Nous sommes en train de basculer dans cette conclusion sur cette année 2018 et sur le fait que l'année 2018 où on signe finalement la 1918, pardon. En fait, on signe la cessation des combats. Ce n'est pas complètement la fin de la guerre, non, pas vraiment. Donc, on va voir cette continuité dans la dernière partie de l'émission. Guillaume, est-ce qu'on a quelques ouvrages? Alors oui, on va commencer, Germain, par les films. Un petit peu de filmographie. C'est-à-dire? C'est parti. Pom, 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 pom. Alors voilà, les Sentiers de la Gloire. De toute façon, je sais que des Trick-Tractiens m'en auraient parlé. Alors les Sentiers de la Gloire, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film de Stanley Kubrick avec l'excellent Kirk Douglas, donc un film sur la Première Guerre mondiale qui a été salué comme un excellent film. Alors je trouve que c'est un bon film. En revanche, je mets un énorme bémol, je me le permets parce que je suis moi-même cinéphile, sur en effet la portée politique de cette production qui est en fait un petit peu une critique à charge de l'armée française qu'on peut qualifier quand même de relativement grotesque, notamment dans le comportement des officiers. On en prend plein la poire là-dedans. Ah oui, c'est pas on en prend plein la poire, c'est que c'est le système militaire français et le système de commandement français qui est largement décrié. C'est-à-dire qu'il y a une approche, on va dire, politique, justement un petit peu comme s'il y avait une distinction ancien régime représenté par les officiers qui envoient leurs hommes à la mort et révolutionnaire où ce sont en effet les capitaines et les adjudants et les sergents qui ont gagné la guerre. Alors c'est relativement vrai. Les capitaines en 14 sont au front, voire même d'autres des commandants, voire des colonels. Mais là, c'est le côté presque, quand je dis grotesque, il faut le revoir aujourd'hui dans le contexte. Et c'est vrai que ça peut donner une image à certaines personnes qui n'auraient pas forcément les connaissances sur la guerre de 1914, absolument décalée de la réalité. Et souvent, c'est empreint d'une vision qui continue d'être colportée de 1914, où les gens montent en ligne, se faire massacrer par les mitrailleuses. Alors, on en avait parlé avec Deleuze il y a quelques années, puisque pour ceux qui suivent Alinéa, on avait parlé donc justement des offensives de Schlieffen et évidemment de Joffre en 14. Je vous rassure tout de suite, même si vous n'avez jamais fait votre service national, lorsque l'on vous tire dessus, vous vous couchez, que vous soyez en rouge, en bleu, en jaune ou en vert, et vous ne vous faites pas massacrer. C'est un instinct de conservation. Alors qu'en effet, sur certains combats, il y a eu énormément de morts, c'est une certitude, mais ce ne sont pas les pantalons rouges qui ont amené la destruction de corps d'armée ou de régiments français. Non, c'est juste des tactiques de combat, c'est de l'utilisation d'artillerie. Et on est un peu resté sur cette idée. Alors le film reste toujours très intéressant, il parle des mutineries, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est abstrait, on ne sait pas quand ça se passe en réalité. Voilà, on ne sait pas quand ça se passe, mais c'est bon, c'est plutôt 17. C'est un rapport d'hommes. Et c'est vrai que sur ces mutineries aussi qui se terminent très mal, puisque un certain nombre de soldats sont donc passés par les armes. Tirés au sort. Pardon ? Tirés au sort. Oui, tirés au sort, justement. Mais c'est là encore, c'est une sorte d'exagération, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que parmi toutes les personnes qui ont été traduites en tribunal militaire, déjà, il n'y en a pas eu beaucoup par rapport à l'ensemble de ceux qui ont osé protester. Qui ont un peu fait la grève, oui. Oui, qui ont fait la grève. Il y en a un certain nombre qui sont passés. Ceux qui ont été condamnés, et il faut savoir que parmi ceux qui ont été condamnés, la plupart ont été graciés, et qu'en fait, ceux qui ont réellement... Oui, pas le président, mais c'était prévu. Il ne faut pas oublier que la hiérarchie militaire est quand même à côté, justement, en fait, du président du Conseil, et voire du président de la République, même si c'est lui qui l'a en dernier recours, cette possibilité. Mais il faut savoir que la plupart de ceux qui ont été fusillés, c'est parce qu'il y avait vraiment aussi des raisons graves, c'est-à-dire meurtre sur civil. Parce que la personne qui se mutine, c'est pas forcément celle qui vient en fait se plaindre ou mal se comporter ou insulter son officier. Non, quand vous avez des personnes qui quittent, qui désertent et qui vont tuer des paysans pour leur voler leur nourriture et qui massacrent une famille, là on passe dans le droit commun. Donc alors après on va dire c'est pas vrai. Bah, oui, mais attends, il y a les registres de gendarmerie, il y a un certain nombre, il y a eu des choses comme ça et finalement il y a très peu de personnes qui ont été passées par les armes. Souvent c'est lié à d'autres choses. Et c'est vrai que le film, c'est pour ça que je le précise, ça reste pour moi un bon film, mais je mets ce bémol parce que c'est pour moi une œuvre politique. Voilà, il y en a d'autres. Alors, je laisse. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'est ça.
comment dire, ça contribue à un certain nombre de clichés sur la Première Guerre mondiale qu'on a retrouvé encore dans les commémorations récentes. Cette année de cette année, non, cette idée de civils que l'on a armés, pour reprendre l'expression de Bruno Roger Petit, conseiller mémoire du président, quoi. Non, d'abord, ce sont tous des citoyens d'active ou de réserve et qui savent tous ce qu'ils font et qui se battent parce qu'ils vont défendre la patrie. Il y a très peu de réfractaires, très peu de déserteurs, et donc ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Et encore une fois, ce sont tous, parce que ce sont des citoyens, ce sont tous aussi des soldats qui défendent la patrie. Qu'ils n'ont pas été envoyés à la boucherie par des officiers à l'arrière, dans les châteaux. Tranquille. Je rappelle qu'effectivement, il y a un quart des officiers d'infanterie qui ont été tués, juste pour l'année 1914, il y a la moitié des colonels qui commandent un régiment d'infanterie qui ont été tués. Il y a 49 généraux qui ont été tués au front. Et s'ils ne meurent pas, ils ont aussi des fils qui sont au front. Le général Castelnau, il perd 3 fils. Le général Foch, il en perd un aussi, enfin, etc. Donc voilà, c'est une image qui est fausse, qui est absurde. Mais qui persiste très clairement. Et puis effectivement, sur les mitrailleers, sur les fusillés, d'abord, il n'y a jamais eu de fusillés par hasard, pas tiré au sort. Non, il y a une justice. Oui, et que dans 90% des cas, effectivement, ils ont été graciés pour voilà. Et après, d'ailleurs, ce sera la dernière guerre où il y aura, à ma connaissance, des exécutions en abandonnant la peine de mort. Dans l'armée française. Parce que dans l'armée allemande, ça ne s'est pas passé de la même manière. Parce que là, pour le coup, en effet, lors de justement de la retraite, il y a eu des fusillés. Et là, c'est autre chose parce que justement pour désertion, là, on est parce que l'armée se désagrégée. Mais ça, c'est les sentiers de la gloire. Ensuite, autre film, écoutez, voilà, À l'Ouest, rien de nouveau, un film qui lui parle de ce qui se passe plutôt côté allemand, qui décrit, en effet, c'est tiré d'un roman, qui décrit l'absurdité de cette guerre à travers, en fait, une période assez longue et de l'amitié, de la camaraderie, en fait, entre les soldats, puisque là encore, c'est quelque chose qui est vécu, en fait, au sein d'une petite unité. Mais voilà, moi, je vous engage à revoir ce film. On en a cité un tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne l'aura pas ici à l'écran, c'était Capitaine Conan, parce que c'est pas sur le front ouest, mais ça se passe en effet dans les Balkans, sur la campagne justement voilà, internationale. Non, mais là c'est en l'occurrence les Français qui en effet font un petit peu le tour des Balkans. Là, et ça se termine dans les marais du côté de la Moldavie, où en effet ils se battent contre les bolcheviks avec une très belle prestation de Philippe Torreton et avec quelque chose qui est assez proche d'une réalité du combat. Aussi proche du terrain. Oui, c'est vrai, c'est un beau film. Oui. Et puis il y a des figures, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est qu'il y a des figures d'officiers assez différentes. Lecoq, très bon. Lecoq est très bon, donc d'un officier d'active, enfin traditionnel, militaire de carrière, enfin qui est effectivement exemplaire, qui est tout à fait exemplaire, qui est très bien. Enfin tous, les appelés. Enfin c'est pour moi c'est le meilleur film français, même s'il y a des imperfections aussi sur le réalisme. En termes de réalisme, un très bon Tavernier. Mais c'est pas mal, effectivement. Okay. Ça, c'était pour les films. On peut peut-être, Germain, s'il te plaît, montrer les 2 ouvrages qu'a écrit Michel avant celui-ci. Donc, tu as La chair et l'acier, normalement. Ouais. Voilà. Ouais. Michel, 2-3 mots sur ton ouvrage. Faut jamais faire ça. Je le connais, oui. La chair et l'acier, qui est repris sous un autre titre, c'est peut-être la photo suivante, c'est L'invention de la guerre moderne, c'est sa version poche. En fait, j'étudie la manière dont l'armée française s'est transformée dans la guerre. Il y a une transformation radicale, on l'oublie. Là aussi, derrière les clichés, les imageries, non, c'est aussi l'histoire d'une transformation absolument colossale entre 1914 et 1918. Ça n'a plus rien à voir. Un sergent de 1918, on le téléporte aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, il comprend à peu près comment ça se passe. On le téléporte en 1914, il comprend plus. C'est pas comme ça. Là, il y a une rupture. Et donc derrière tout ça, il y a de l'intelligence, il y a de l'innovation, il y a de la réflexion, il y a tout un tas de choses tout à fait remarquables. D'accord. Et l'autre ouvrage, Sous le feu, donc plus moderne. Oui, alors ça, c'est pas spécifique à la Première Guerre mondiale, même si je prends beaucoup d'exemples dans la Grande Guerre, dans la littérature de Grande Guerre, c'est un livre sur
la manière dont les hommes se comportent dans un monde particulier qui s'appelle le combat. Voilà, j'imagine que c'est un univers dans lequel on casse ses codes, et j'explique comment se passe la vie, c'est de l'anthropologie, comment se la vie à l'intérieur d'un pays qui s'appelle le combat. Voilà. Et ces transformations sur l'humain. Bien sûr, parce que les êtres humains qui sont à l'intérieur ne sont plus tout à fait les mêmes. Ensuite, 2 ouvrages de littérature que je recommande fortement, que je conseille. Je vais encore pas réussir à te les emprunter si non, je veux les lire. Non. Alors, 2 ouvrages en fait qui sont absolument complémentaires, qui font partie des grands classiques. On va commencer par Ernst Junger. Donc Ernst Junger, officier d'infanterie durant la Première Guerre mondiale, donc un officier qui a reçu la Croix pour le mérite, donc la plus haute distinction en fait allemande, et Ernst Junger qui écrira plus tard un livre magnifique que je évidemment recommande également à tout le monde, qui s'appelle Les Falaises de marbre, qui est une dénonciation dans un monde onirique de la montée du nazisme. D'ailleurs, ça a valu, cette écriture a valu un certain nombre de petits soucis à Ernst Junger, et il n'a échappé sans doute au camp politique, hein, je précise, que parce que justement c'était d'une personnalité qui était telle, même sous déjà le régime nazi, qu'on ne pouvait pas se permettre en fait de s'en prendre à lui. Mais Orage d'acier, en fait, de la part de Junger, c'est son expérience évidemment de la Première Guerre mondiale, notamment face aux Anglais et sur le front de la Somme. Mais ce qui est intéressant dans cet ouvrage, tout est dans le titre Orage d'acier, c'est que lui voit dans la Première Guerre mondiale le côté mécaniste. Il y voit en fait la prédominance de l'ère industrielle, notamment du canon. Et il y a une forme de distanciation qu'il arrive à porter dans son récit qui pourrait presque être un peu glaçante parce que ça devient presque inhumain, mais c'est inhumain par la force des choses. Et lui, ce qu'il va venir expliquer dans son témoignage, c'est quelle est finalement la place de l'homme face à toutes ces machines et face à ce pouvoir de destruction. Qui en plus est en pleine augmentation, en pleine mutation et voilà. en pleine augmentation. Alors voilà, donc c'est un ouvrage, après Michel nous donnera une référence dont on a parlé tout à l'heure, justement par rapport à la véracité qu'on trouve dans un certain nombre d'écrits ou de romans. Mais quand vous lisez ça, non seulement vous êtes plongé évidemment en pleine Première Guerre mondiale, dans le réel, côté allemand, mais avec quelque chose de plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris, donc côté français, une autre approche, celle de Blaise Cendrars, donc engagé dans un régiment de Légion, mais pas, alors de Légion oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait il était étranger, et il est dans la Légion étrangère, mais parce qu'on a fait un moment des régiments où on a mis tous ceux qui étaient non français pour qu'ils puissent s'engager et combattre en France, mais il n'est pas légionnaire de formation, c'est pas Sidi Bel Abbès, c'est pas la vieille Légion, et c'est pour ça qu'il était dans la Légion, et Blaise Cendrars sera blessé au combat assez tôt durant le conflit, et la main coupée justement, et le récit aussi de sa vision à lui du combat côté français et combat dans les tranchées. Et alors lui, il a une approche totalement différente de celle de Junger. C'est pour ça que je vous conseille de lire les deux, mais essayez de les lire dans la foulée si vous avez le moral, parce que bon, ça parle quand même de choses qui sont pas non plus réjouissantes. C'est que pour Cendrars, en fait, ce qui est important, c'est le groupe. C'est l'unité, c'est les copains. C'est-à-dire c'est ce qu'on va constituer pour survivre, pour s'entraider. C'est ce que chacun apporte et ça se fait en fait… Ce qui se rapproche de votre deuxième ouvrage, ouais. La façon dont ce monde-là est vécu. Et donc il raconte la petite guerre. Et lui, il va parler de ça et il va parler de tout cet environnement, du quotidien. Et alors vraiment, il y a des moments où il ne se passe rien. Pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, heureusement, grâce à Dieu, il ne se passe rien. Alors on s'occupe, puis après on fait des coups de main, et puis après il y a la relation justement avec l'état-major, et puis un jour il y a un déserteur. Et vous avez en fait une tranche de vie, mais qui aborde en fait la Première Guerre mondiale sous un aspect profondément humain du groupe. C'est presque justement l'inverse de Junger, et c'est assez intéressant. Alors, il n'y en a pas un qui a raison, ce sont des points de vue, mais les deux ont raison, en fait. Et ce n'est pas le livre le plus connu de Cendrars, hein, mais c'est pour ça, voilà, j'en ai pris deux. Alors, Michel, tu nous faisais une remarque par rapport à quelqu'un qui a fait un travail dans les années 20. Jean Norton-Cru. Jean Norton-Cru. Norton-Cru. Et oui, alors c'est une particularité de la Grande Guerre, c'est qu'elle a produit une grande littérature. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des millions de gens qui, d'un seul coup, qui savent écrire, qui ont tous été éduqués, ils sont tous passés par… et qui savent écrire, et qui souvent écrivent bien.
Et donc ça a produit, cette guerre de masse a produit aussi une littérature considérable. C'est nouveau, hein, ça aussi c'est un phénomène complètement nouveau, inédit. Une littérature de guerre avec beaucoup de souvenirs notamment, parce que ça contribue aussi, c'est une forme de prophylaxie. Hein, on se raconte les choses qu'on a vécues. Et puis, alors ce qui est intéressant dans la démarche de Jean d'Horton-Crus, c'est dans un livre qui s'appelle Témoin, c'est qu'il a entrepris de vérifier la véracité de, je ne sais plus, au moins une quarantaine de témoins d'ouvrages de son époque. Donc il écrit à la fin des années 20. Et là, il se dit, voilà, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que la plupart des choses, en réalité, ne sont pas vraies, sont très exagérées. Au moins, soit complètement fausses, ça c'est de la mythomanie, soit souvent très exagérées. Il dit, voilà, ce genre de scène, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est généralement exagéré dans l'horreur, et donc c'est assez impressionnant comme travail. Alors il parle que de littérature française, hein, même s'il a quelques mots sur Junger qu'il trouve très bien, par exemple. Et pour lui, le meilleur ouvrage, le plus vrai, c'est ceux de 14 de Maurice Genevoix. Oui, voilà. Bon, là, d'abord c'est magnifiquement écrit, et puis voilà, oui, là, c'est ça. Là, tout y est, tout est vrai. Tout est vrai. Mais c'est aussi intéressant de voir comment, soit de manière délibérée, il y a des gens, alors il dit le feu de Barbus par exemple, c'est complètement. C'est pipoté. C'est écrit par un mec quelqu'un qui n'a pas connu le feu en réalité. Donc il fait ça, il était en Suisse. Il était en Suisse et il écrit de. Ce qui est intéressant par rapport à ça, parce que bon, moi je l'ai lu aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est un ouvrage qui est utilisé comme référence, notamment au sein de l'éducation nationale. Oui, alors que non, ça peut prêter à confusion. Non, mais bien sûr. Quand on veut avoir un propos, en effet, donc voilà, donc c'est aussi très intéressant de confronter ça. Une nouveauté assez une prise d'initiative chez Gallimard, Armistice. C'est un ouvrage qui vient de sortir, qui vient d'être publié, donc dans un grand format. C'est une décision qui a été faite de faire écrire sous forme de nouvelles, sous forme de poèmes, sous forme d'essais courts, une quarantaine en fait d'écrivains de toute nationalité, et vous avez des reproductions d'un certain nombre en fait d'œuvres, de peintures, d'illustrations, de dessins, d'artistes du début en fait du XXe. C'est assez original dans la démarche, et bien évidemment, comme on parle de 1918, l'armistice c'est celui-là. Donc vous avez voilà une manière de voir l'armistice, ce qu'a représenté l'armistice à travers en effet ces écrivains. Donc voilà, je salue l'initiative de Gallimard. Et puis deux choses un petit peu plus voilà pour rester sur la partie on va dire illustration. C'était deux ouvrages. Alors vous en trouverez, mais qui montraient ça, c'était donc dans l'histoire, c'est un magazine. Mais à l'époque, il n'y a pas la télévision, donc puisque après la télévision va devenir un outil de propagande, hein, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, on aura évidemment, comme on le sait, durant la guerre du Vietnam, une importance très forte des journaux télévisés pour le coup. Mais là, ce sont les affiches. Alors je trouve ça assez beau parce que vous avez en effet tout un travail qui est effectué, donc à travers les affiches, pour, évidemment, souvent à des fins de propagande, mais là, ça reprend l'ensemble des belligérants. Pour ceux qui, justement, ont un regard un peu graphique, on est aussi dans le jeu de société. Aujourd'hui, l'importance dans le jeu de société, ce sont les illustrations, ce sont les couvertures. Je pense que vous y êtes tous sensibles. Ben là, ça peut vous parler, et c'est vrai qu'on est un peu à l'origine, justement, de l'utilisation des affiches. Alors, il y a deux ouvrages, il y a celui-ci et un autre que j'avais trouvé qui était chez Grund, donc autour, voilà, là aussi, de tout ce qui était caricature, affiche. Donc vous avez donc celui-ci vous le trouvez aussi. Oui. Alors, donc que vous avez retrouvé dans les journaux. Et c'est pour dire qu'il y a aussi une autre manière de communiquer. Alors il y a des dessins qui sont fort intéressants. Hein. C'est évidemment la propagande par le crayon. Puis tout ce que tu veux faire passer ou pas. Tout ce que tu écris ou tout ce que tu ne dessines ou pas. Voilà. Donc je montre celui-là aussi, du coup, Guillaume, ou pas? Et non, ça c'est pour tout à l'heure. Ah, pardon. Ça c'est pour tout à l'heure. Tu peux ranger. On va passer au jeu. Voilà. Donc après, voilà, maintenant le jeu. Alors,
Le dernier jeu que nous présentons, c'est Great War Commander. Donc Great War Commander, donc il vient d'être publié chez Hexasim. Alors Great War Commander, en fait, est une inspiration d'un jeu qui s'appelle Combat Commander, qui est un jeu relativement connu dans la communauté, qui traite en fait de la Seconde Guerre mondiale. Et la particularité ici, c'est que c'est un jeu qui est publié en français, avec notamment notre cher Pascal Toupy, un auteur de chez nous, qui co-organise d'ailleurs et qui, avec moi, l'Open de Paris des jeux d'histoire, et qui justement a travaillé sur ce jeu pour pouvoir vous présenter un jeu en français avec des unités françaises. Oui, ça change, c'est marrant, hein, comme quoi dès qu'on a des éditeurs nationaux, ils mettent en avant d'abord leurs unités. Puisque ici, dans cette boîte-là, vous n'avez pas les Anglais, vous aurez les Américains en revanche, puisque vous aurez des scénarios qui vous permettront de jouer justement des affrontements de 1918. Alors, Great War Commander, c'est également un jeu tactique, mais d'un niveau de difficulté supérieur à celui donc, de l'autre jeu que l'on a vu, The Great War, avec donc, plus de possibilités, avec en fait un système d'activation qui se fait à travers des cartes, avec des unités qui ont des valeurs de combat, donc on est beaucoup plus proche du wargame traditionnel, et bien évidemment avec des objectifs qui seront précisés dans chaque scénario. Donc vous en avez une vingtaine, et vous avez une finesse beaucoup plus accrue, notamment par rapport à ce que décrivait à un moment Michel, c'est-à-dire que vous avez des agents de liaison qui peuvent justement vous autoriser à faire tirer de l'artillerie. Vous avez évidemment un radius de commandement qui fait que vous pouvez commander vos unités sans l'officier subalterne, l'ordre n'arrive pas. C'est là où on en revient justement à l'importance de tous les échelons de commandement. Et vous avez évidemment aussi des petits événements que l'on peut activer à travers un système de jeu de cartes qui fait que ce n'est pas un jeu complexe, c'est un jeu qui est riche, mais qui va vous permettre justement de rejouer à peu près tous les combats au niveau tactique de la Première Guerre mondiale, sachant qu'il y aura là aussi une série avec justement l'arrivée des Anglais donc l'année prochaine. C'est un 5 sur 9 en complexité. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus proche de la réalité. Et là, en fait, vous avez des scénarios qui débutent en 1914 avec une armée française justement type 14. Et puis vous avez aussi des scénarios 18 avec des chars et avec une armée française fin de guerre. C'est plus la même. C'est plus le même équipement. Et puis vous avez peut-être même des copains américains qui vont filer un coup de main. Voilà. Donc ça, c'est une belle sortie de cette fin d'année. Voilà. Great War Commander. Voilà qui achève notre troisième volet, l'avant-dernier en l'occurrence. Ça y est, le conflit est joué et pourtant, il nous reste encore à dévoiler, voir ce que la fin de la guerre, non pas la cessation des combats, va donner, et puis se rendre compte que déjà, internationalement parlant, les conséquences seront diverses et variées en fonction des pays et des desiderata de chacun. Tout ça sera dans la dernière partie de notre alinéa. Merci beaucoup à Michel et à Guillaume. Rendez-vous donc dans notre dernière partie pour connaître le fin mot de l'histoire.